je m'appelle Pascal Massol, je suis associé avec mon frère Régis. On est sur une ferme familiale depuis 1730, donc de père en fils depuis quasiment 3 siècles. Aujourd'hui, on a 65 hectares et 60 vaches laitières, plus une quarantaine la suite, les petites génisses et les bœufs. Moi, c'est Louis Garrigue, conseiller en élevage et en agronomie à la PABA et relais de la vache heureuse. Konrad Schreiber pour ceux qui connaissent. Je suis à la PABA depuis 3 ans maintenant et mon travail consiste à développer des systèmes agricoles qui s'inscrivent dans une démarche d'agroécologie. De manière générale, on arrive sur la ferme par le biais de l'autonomie protéique. Le cas type, c'est que dans nos systèmes d'élevage, on produit de l'énergie et de la cellulose brute à travers le fourrage et on vient corriger la ration avec un correcteur azoté qui amène la protéine. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur la production laitière, puisqu'ici on s'adresse à des vaches laitières, mais qui coûte cher. Économiquement, on perd en performance sur ce schéma-là. Et l'idée, du coup, ça sera d'inverser un petit peu les choses, de produire la protéine dans le fourrage et de corriger la ration avec un correcteur énergétique. Donc une fois qu'on a dit ça, on modifie un certain nombre de choses sur les assolements, sur les rotations, et on va développer des métailles fourragées, on va développer des sources de légumineuses sur toute la ferme. Et on va arriver sur finalement de la gestion du cycle de l'azote. On n'aura pas les mêmes plans de fertilisation, même s'ils seront très importants, donc il va falloir agir en précision avec ça pour avoir le meilleur fourrage possible et être toujours performant. L'idée dans ces fourrages-là, ça va être de produire une grande quantité de stock pour la partie hivernale et en parallèle de ça, de maîtriser un pâturage pour la partie printanière. On s'est installé en 90-97, donc sur un système à l'époque classique, pâturage, maïs, ensilage de maïs, ensilage d'herbe, un peu de pâturage et du soja. En 2003, il y a eu une très grosse sécheresse. Financièrement, ça nous a coûté des sous, mais au niveau intellectuel, ça nous a permis de réfléchir. Et donc à partir de ce moment-là, notre maïs étant sorti en septembre alors qu'on l'avait semé début mai, on a dit bon, c'est le bout d'un système, c'est trop dangereux, donc on va revoir la situation. Et donc on est parti à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Donc à la place de faire des maïs, on a fait des métailles, mélange de céréales, des protéagineux. Et le temps que le sol recommence à produire naturellement, on a travaillé en ration sèche, c'est-à-dire qu'on achetait quasiment toute l'alimentation sur les marchés. Au départ, financièrement, ça passait, c'était vraiment intéressant, le prix n'était pas cher et puis le travail était extrêmement simple. Et la production, la santé des bêtes, ça allait aussi. Mais on s'est vite rendu compte que si le prix des céréales montait ou le soja montait, le prix de notre produit allait énormément augmenter, donc c'était pas vivable, mais ça nous a permis de faire la transition. Et donc on a continué à retravailler sur nos sols, à ramener de l'agronomie, à mettre des multi-espèces sur nos sols. On a commencé aussi les semis directs en 2004. Donc bon an, mal an, on a commencé à remettre de l'agroécologie dans notre système. Et donc en 2009, on a pu passer naturellement en bio, puisque nos sols travaillaient, ils s'étaient remis à travailler tout seuls. On est revenu sur de l'autonomie, c'est-à-dire qu'avant on faisait beaucoup plus de lait, mais la part qui était due à ce qu'on achetait était énorme. Donc nous on a viré tout ce qui nous coûtait cher finalement, et qui créait des charges et qui créait des dettes. On faisait 600 000 litres de lait, on crevait de faim à 2. Et aujourd'hui on fait 300 000 litres de lait. Et donc on transforme une partie et on vit à 6. Donc ça a du sens. Pour revenir sur le cas de Pascal et des choses qu'on va mettre en place, Pascal il est assez avancé sur son projet d'autonomie protéique. Il sursème des prairies de longue durée en métailles fourragées. Donc ça c'est quelque chose qui est assez performant sur la partie stock et sur la partie apport de protéines dans la ration. Mais aujourd'hui il est obligé d'acheter un correcteur énergétique à l'extérieur. Donc c'est de voir est-ce qu'on ne peut pas arriver à se le produire sur la ferme, ce correcteur-là. Donc on va devoir passer par des analyses de fourrage pour voir où on en est de ce côté-là, qu'est-ce qui nous manque réellement pour pouvoir avoir la production laitière souhaitée. Et d'un autre côté, on va devoir aussi faire l'état des lieux sur la partie sol, voir où on en est et mettre un plan de fertilisation et un plan de fumure adapté par rapport à ce qu'on aura trouvé dans nos analyses de sol. L'idée aussi, c'est de mettre de la performance sur le pâturage. Donc il est déjà performant sur ça, mais il va falloir, en fait, sur toutes les fermes globalement, dynamiser la ressource en arbres et en haies
pour en fait, arriver sur un système bocagé. On n'aura pas le choix que d'en arriver là. Les prairies à 40 degrés en plein cagnard, c'est sûr et certain, ça crève. Donc il va leur falloir des parasols. Pour les animaux aussi au pâturage, ça tombe bien. Et cette ressource en bois, on va s'en servir justement pour mettre vraiment une valeur ajoutée dans nos fumiers et dans notre gestion de l'organique comme fertilisant, quoi. Chaque fois que je vais améliorer la vie de mon sol et la production des plantes, je vais gagner de l'autonomie, je vais gagner de la production et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc j'aime bien ce que dit Marc Dufumier qui dit que l'agroécologie, c'est une utilisation intensive de tout ce qui est gratuit. Le CO2, l'oxygène, l'eau, etc. Donc ça me plaît beaucoup. Une vache, c'est fait pour manger la cellulose. Elle est née pour ça, parce qu'elle digère un truc que nous, on ne peut pas digérer. Et avec ça, elle fait du lait, de la viande, etc. Donc on est revenu aux fondamentaux, en fait, et on respecte le cycle de l'animal, on respecte le cycle de la plante. Je pense que les formations que j'ai eues, moi, c'était plus favorable à l'animal qu'au sol et à la plante. On a maximisé la part de l'animal, et on ne s'est pas assez occupé de nos sols et de nos végétaux. Et là, aujourd'hui, on est en train de rééquilibrer ça. Donc l'intérêt de Louis, c'est l'œil extérieur. On ne juge pas les gens, on fait l'état des lieux. Le sol, il n'est pas vivant, il est un peu vivant, il est très vivant, etc. Ça regarde que l'éleveur et Louis. Et ensuite, on fait un diagnostic, on fait des analyses de sol, on fait des choses sérieuses, et après, on met en place des plans de fumure, des assolements, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets sur cette parcelle pour commencer, qu'est-ce que je mets sur telle autre, etc. Comment on va réenglober toute l'agronomie. Et après, une fois qu'on a ça aussi, c'est l'analyse des fourrages qui en sortent. Parce qu'une fois que j'ai mes fourrages, je dois nourrir mes animaux. Donc comment je fais pour que mes animaux m'en donnent le plus possible, que ça me coûte le moins possible, sans jouer avec la santé et leur bien-être. Donc il faut que ce soit un tout. On travaille sur la santé des sols, sur la santé des plantes, sur la santé des animaux. Donc ça va être avec la partie nutrition animale et faire des rations qui respectent leur santé mais qui amènent aussi de la production derrière. Ça, c'est important de savoir que l'aspect économique est au centre du projet, en plus de l'aspect environnemental. Et comme je le disais tout à l'heure, on va gérer de l'azote par les légumineuses qui vont pouvoir du coup nous le fixer pour le rendre disponible avec les autres plantes. Et on va devoir aussi s'occuper de nos fumiers. Les fumiers, c'est quelque chose de très important sur les fermes qui est globalement mal géré. Et donc on va devoir s'en occuper pour augmenter la performance et l'autonomie, puisque c'est avec ça qu'on va produire du stock derrière. L'idée chez Pascal Massol, c'est de voir comment on fait pour supprimer cet achat de correcteurs énergétiques. Et donc en fait, il y a aussi son objectif à lui de ne plus retourner ou de gratouiller la terre pour implanter des céréales, qui serait fatalement la solution la plus logique. Donc on va devoir travailler sur nos prairies et voir comment on fait pour apporter des UF, de l'énergie, dans la ration, avec des fourrages qui sont bas en cellulose brute, donc très digestes, qui prennent peu d'encombrement et qui permettent du coup de jouer ce rôle de correcteur énergétique dans la ration des vaches. Sur la partie sol, il est déjà assez avancé sur ce sujet-là. C'est des prairies qui sont maintenant de longue durée. Le passé d'éleveurs laitiers en système maïs en silage est assez loin. Il faudra vérifier où on en est par rapport à la compaction, qui est vraiment le cas type de je passe d'un système où je gratouille tous les ans à j'y touche plus. Donc ça, c'est André Voisin qui nous l'a appris depuis les années 60, mais on n'a jamais vraiment pigé ça. Donc il va falloir voir où on en est par rapport à ces fameuses années de misère que nous a enseigné André Voisin et de voir comment on accompagne au mieux, pour ne pas perdre en performance technique et économique, comment on accompagne au mieux la santé des sols par rapport à ça. Et après, Louis parlait très bien de ces années de misère, c'est les années 4 ans, 5 ans, 6 ans après d'avoir changé de système. Souvent c'est compliqué, il manque de productivité là, et donc c'est pour ça que les gens sont passés en bio en 2018 parce qu'il y avait des sous, et en fait il n'y avait rien qui avait été organisé, donc c'est encore pire. Donc ça s'accompagne, on passe en agroécologie et après on passe en bio, et là c'est facile. On va arriver à la retraite avec mon frère et que donc il y a une histoire de reprise. Mais je pense que si on a une ferme c'est pas une usine à gaz, donc il n'y a pas des gros capitaux et qui fonctionne bien et qui est rentable, normalement c'est plus facile de trouver un repreneur que d'avoir une usine à gaz et un tas de dettes, quoi.